Bonjour à tous. En février 2019, l'INSEE a annoncé une inflation mensuelle de 0%. Et ça étonne tout le monde puisqu'on voit bien les prix augmenter. D'ailleurs, en plein cœur du mouvement des Gilets jaunes, on peut se demander, pour les esprits les plus difficiles, s'il n'y a pas une volonté de maquiller quelques chiffres. D'ailleurs, cette question de la manipulation des prix par les statistiques de l'inflation n'est pas nouvelle. On se demandait déjà début 2000, est-ce que les prix de l'inflation n'ont pas été maquillés avec l'arrivée de l'euro, période à laquelle tout le monde a senti qu'il y avait bien un truc qui se passait? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté plus large et plus ancienne de maîtriser l'inflation coûte que coûte en manipulant ces fameuses statistiques? Pour répondre à ces questions, je suis allé interviewer Philippe Herlin qui a écrit un livre très intéressant et très bien construit sur le sujet. Allez, c'est parti! Concernant le livre de Philippe Herlin, je parle bien d'un livre de qualité parce qu'il va en profondeur s'attacher à détailler le fonctionnement des statistiques liées au calcul de l'inflation et il va même jusqu'à recalculer des indices de prix depuis 1965. Mais on va reparler de tout ça. Moi je suis parti justement d'un sentiment des Français, enfin que il y avait aussi, mais on fait régulièrement des sondages sur le pouvoir d'achat depuis des années. Et à chaque fois, quand on demande aux Français, est-ce que votre pouvoir d'achat a augmenté, parce que l'INSEE dit que tous les ans, le pouvoir d'achat augmente. Et quand on fait les sondages auprès des Français, c'est de l'ordre de 80% à dire non. Voilà. Donc, le fait qu'il y ait un tel hiatus entre le ressenti des Français et les chiffres officiels, ça doit quand même poser question peut-être le thermomètre, aux économistes. Voilà, il y a peut-être un problème de thermomètre, parce que dire que les gens se focalisent sur certains prix, etc., on peut trouver des explications, mais enfin quand même, quoi. Un tel chiffre depuis aussi longtemps, ça pose quand même des questions. Alors je me suis pensé sur l'indice des prix, et en fait, quand on parle de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat c'est quoi? C'est l'augmentation des salaires moins l'augmentation des prix pour avoir l'augmentation réelle de pouvoir d'achat. Et ça, l'augmentation des salaires, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Voilà, l'augmentation des salaires, c'est quand même malgré tout plus facile à avoir parce que c'est une donnée brute et puis c'est tout, comme c'est déclaré au fisc, c'est une donnée qui est relativement facile à obtenir, même s'il y a des difficultés, mais c'est quand même relativement facile. Ensuite, estimer l'inflation. Comment on fait? Bon, chaque personne a son mode de consommation, donc chacun a un peu son inflation à soi, quoi. Bon. Donc il faut construire une inflation moyenne pour un Français moyen, réunir une grande quantité grand nombre de prix, et puis voir l'évolution. Voilà. Et moi, je me suis pensé donc sur l'aspect calcul de l'inflation. Et c'est là que j'ai vu deux problèmes. Alors, je ne suis pas le premier à les avoir mis en évidence. Hein. Ça a déjà été mis en évidence par d'autres économistes ou même dans des rapports officiels. Donc, il y a un nouveau là-dessus. Mais je l'explique clairement dans le livre. Il y a deux éléments qui contribuent à minorer l'inflation et donc à majorer artificiellement le pouvoir d'achat. Le premier, c'est l'immobilier. Il faut savoir, le logement. C'est-à-dire, il faut savoir que dans ce panier moyen de consommateurs, donc l'indice des prix à la consommation, le logement compte pour 6% seulement. Alors chaque Français peut se rendre compte que le logement, oui, ça compte pour un peu plus de 6% dans son loyer, dans ses dépenses. Pourquoi un chiffre si faible? Alors premièrement parce que l'immobilier d'acquisition n'est pas pris en compte. Parce que l'indice des prix à la consommation, ça concerne les biens de consommation. Quand on achète un logement, c'est un investissement. Donc ça ne figure pas dans l'indice des prix, factuellement. Et c'est vrai, la plupart, les organismes statistiques dans le monde ne prêtent pas en compte. Oui, parce que quand on achète, on va revendre quelque part. On peut revendre, on va revenir sur capital. Bon, voilà. Maintenant, ceci dit, c'est un parcours normal d'un ménage de commencer par louer, puis ensuite acheter. Bon, et à partir du moment où on achète, pouf, on disparaît des statistiques. Moi, je dis qu'il faudrait qu'au minimum, l'organisme statistique puisse en tenir compte d'une façon ou d'une autre, parce que mettre le logement à 6%, c'est quand même pas cohérent du tout. Surtout, et c'est là où l'INSEE a été, comme l'INSEE a été très critiqué justement par rapport au pouvoir d'achat, ils ont inventé la notion de dépenses contraintes, dépenses préengagées, et on voit que cette part-là a fortement augmenté à partir des années 90-2000, mais quand on regarde le détail des dépenses préengagées, c'est en fait essentiellement le logement. C'est l'eau, l'électricité, le gaz. Voilà, et puis le logement en tant que tel, l'acquisition, le logement. Donc
par la bande, ils reconnaissent le poids du logement, voilà, mais ils ne le mettent pas dans l'indice des prix à la consommation, parce que sinon, en période de forte hausse, et c'est surtout le cas des années 2000, l'indice des prix à la consommation, il gagnera 1, 2 ou 3 points, et tout de suite, ça change beaucoup de choses. Oui, voilà, donc, et ça change beaucoup de choses, parce que il y a beaucoup l'indice des prix sert de référence à beaucoup de prestations sociales, dans les négociations salariales, tout ça, donc le fait que ça dérape de quelques points, tout de suite, c'est une implication énorme sur l'économie, quoi. Donc le logement est complètement sous-estimé, ce qui fait que ça contribue à diminuer l'inflation réelle. Sur l'immobilier, une pause s'impose parce que c'est aussi un de mes sujets préférés. Le principe de calcul retenu par l'INSEE est de dire que les loyers font bien partie des dépenses, donc du calcul de l'inflation, puisqu'il s'agit vraiment d'argent que vous ne reverrez jamais, tandis que lorsque vous achetez votre logement, à ce moment-là, vous capitalisez, vous vous faites un patrimoine que vous pourrez valoriser plus tard. Donc, finalement, c'est plutôt de l'épargne, de l'investissement que de la dépense. Et historiquement, sur ce coup-là, c'est tout à fait vrai. Oui, mais voilà, depuis 2000, nous sommes dans des bulles immobilières en France, et je dis bien des bulles parce qu'il s'agit de marchés différents pour chaque zone tendue, à savoir des zones qui tournent autour de grandes villes françaises, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. Vous les connaissez tous. Mais alors qu'est-ce que ça signifie en termes de pouvoir d'achat ? En période de bulle, bien évidemment, les prix montent. Mais pour quelqu'un qui est déjà propriétaire, se loger dans un appartement dont le prix est passé de 1 000 € le mètre carré à 5 000 € le mètre carré, on s'en fiche, puisque le jour où cette personne va vendre, eh bien, elle va vendre 100 mètres carrés au prix du marché, donc elle pourra racheter l'équivalent de 100 mètres carrés, toutes choses égales par ailleurs. Donc l'impact pour les gens qui sont déjà propriétaires est assez minime, à peu de choses près, je simplifie. Par contre, la population qui va être le plus impactée, c'est ce que l'on appelle les primo-accédants, à savoir les gens qui achètent pour la première fois. Dans cette population, on retrouve les jeunes qui s'installent, ou alors les gens qui ont moins de moyens et qui ont attendu pour pouvoir devenir propriétaires de leur résidence principale. Et dans ce cas-là, le cas de ce que l'on va appeler les primo-accédants, eh bien la bulle immobilière est vécue tout à fait différemment, puisque comme les prix montent, eh bien il va falloir qu'ils s'endettent de plus en plus longtemps pour pouvoir accéder à la propriété. Donc plus les prix montent et plus ces primo-accédants vont devoir s'endetter sur le long terme, donc c'est une charge qui va peser plus longtemps sur leur pouvoir d'achat. Et si l'on considère que les arbres ne peuvent pas pousser jusqu'au ciel indéfiniment, il y aura forcément un retour à la normale des prix sur l'immobilier dans les grandes villes. Dit autrement, les primo-accédants auront concédé une part bien plus importante que leurs parents pour acquérir un logement, mais le jour où ils voudront valoriser leur capital, il est possible qu'ils le fassent dans une période de krach à la baisse. Et là, c'est plus la même histoire. Et c'est bien dans ce cas de figure particulier que nous vivons depuis les années 2000 que nous pouvons aussi considérer qu'effectivement, pour les primo-accédants, acheter leur logement représente bien une charge supplémentaire. Oui, je sais, c'est moche, mais c'est pas tout, on continue l'interview. Et puis il y a un autre effet assez vicieux qui s'appelle l'effet qualité. Alors pour présenter succinctement, si vous changez de smartphone de votre marque préférée, et puis que le nouveau modèle est plus cher que l'ancien, pour vous c'est plus cher. C'est plus cher, c'est plus cher, c'est clair. Mais l'INSEE va dire non, c'est pas plus cher, parce que le nouveau smartphone est plus performant que l'ancien, il a une puce qui tourne plus vite, il a plus de fonctionnalités, donc vous en avez plus pour votre argent. Ce qui est pas faux. Oui, mais c'est pas de ce point de vue-là. Et donc l'INSEE va dire, vous en avez... En fait, ça coûte moins cher, donc dans leur base, ils vont mettre un prix inférieur au prix réel, quoi. Je dis, l'effet qualité n'a pas lieu d'être, parce qu'il faudrait pouvoir comparer entre acheter le téléphone moderne et l'ancien téléphone, et souvent on n'a pas le choix, pour les produits se remplacent. Et puis je dirais, l'effet qualité, c'est pas cette façon-là qu'il faut le mesurer. Le fait qu'on ait un smartphone aujourd'hui, ça nous permet par exemple, de ne plus avoir besoin d'acheter un appareil photo pour quasiment la plupart des gens, parce que maintenant on l'a ou depuis avoir plus de GPS, plus d'appareil photo, ou de caméscope, de calculettes, de montres. Et donc c'est à ce niveau-là pour moi qu'il faut mesurer. C'est-à-dire ça, c'est le comportement des consommateurs, le comportement réel des consommateurs. Il faut estimer
les gains qu'a apporté le smartphone, en termes, et ça on mesure avec l'effondrement des ventes d'appareils photo, ou même d'ordinateurs, parce qu'il y a des gens qui ont plus d'ordinateurs chez eux, parce qu'ils font tout sur leur smartphone. Donc là, il y a un gain. Mais c'est à ce niveau-là qu'on doit mesurer l'effet qualité. Alors que quand l'INSEE diminue le prix étiquette pour mettre un prix inférieur, et elle se met dans la tête du consommateur pour estimer l'effet qualité. Là, je dis, c'est pas sérieux. Surtout que j'ai consulté les notices techniques de l'INSEE, il n'y a aucune explication rationnelle de cet effet, donc c'est du pur doigt mouillé. Et d'ailleurs, l'INSEE elle-même le reconnaît sans l'avouer, parce ils ont comparé l'effet qualité entre les produits électroménagers en France et en Italie. Donc, et les deux organismes statistiques avaient des chiffres complètement différents. Hein, donc ça, je cite l'info dans le livre, donc ça prouve bien que c'est du doigt mouillé complet. Mais ça permet de diminuer nettement les produits manufacturés. Il y a un certain nombre de produits, pas que d'ailleurs, parce que si votre jus de fruits préféré, vous prenez le matin, augmente de prix, pour vous, c'est une perte de pouvoir d'achat, c'est moins d'argent. Mais si si la recette change un petit peu et qu'il y a plus de vitamines, l'INSEE va dire ah ben non, la qualité augmente. Ça peut jouer sur l'effet qualité, ça joue aussi. Le taux de vitamine C. Oui, voilà, ça joue aussi dans l'alimentaire, c'est-à-dire l'effet qualité, ça concerne 25% des produits de l'indice tous les ans. Voilà. Et donc ça contribue à grignoter quelques dixièmes de % à chaque fois. Et donc ces deux effets-là contribuent à minorer l'inflation et donc à générer un pouvoir d'achat en augmentation, mais qui est en partie artificiel. Il faut se mettre dans la tête du consommateur. Il faut constater les effets concrets sur le marché, sur les produits. Voilà. C'est-à-dire un mec qui dépense 1 500 € par mois, par exemple, si avec l'arrivée des smartphones, il dépense plus que 1 400 € par mois, ça veut dire qu'à un moment, les 100 €, il a peut-être gagné sur sa montre, son GPS, et à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un gain de pouvoir d'achat et le mesurer et faire étude là-dessus. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes incapable de retracer les modalités de calcul de cet effet de qualité. À ce moment-là, on peut se dire que c'est un levier plus qu'une. Et donc, je prends des chiffres, par exemple, sur l'ordinateur personnel, quoi. C'est que comme eux, ils indexent ça sur la performance des processeurs qui a explosé, ça a été multiplié par 1000, enfin, c'est des chiffres. On pourrait mettre ça à 1 euro du coup. Quand on regarde le prix d'un ordinateur sur la longue durée, en fait, le prix s'effondre. Ouais. Et et je prends les chiffres dans le livre, si on part des chiffres de l'INSEE des années 90, avec la chute du prix du PC, avec leur effet qualité, aujourd'hui, ils ne devraient valoir que 50 €. Voilà. Et puis dans quelques années, ils vont nous en donner de l'argent. Oui, voilà, c'est ça. Alors, donc ça exagère complètement des baisses des prix dans un certain nombre de produits, et donc ça contribue à tirer vers le bas l'indice des prix. Donc ça, c'est deux effets, donc le logement et l'effet qualité, qui vraiment explique la différence de perception qu'ont les gens. Arrêtons-nous aussi sur cet effet qualité si l'on veut comprendre comment est-ce que l'on pourrait faire si on voulait faire des statistiques honnêtes, parce que ça nous permettra de comprendre comment pensent les gens qui font des statistiques avec une malhonnêteté intellectuelle. Pour garder l'exemple de l'ordinateur, imaginons qu'en 2015, un ordinateur moyen vale 1 000 €. Voilà, pourquoi pas. En 2016, l'ordinateur moyen vaut 1 050 €, mais il est plus rapide, il est mieux. Et bien à ce moment-là, l'INSEE va compter la valeur de cet ordinateur de 2016 non pas à 1 050 €, mais peut-être à 1 000 € ou même à 950 €. Donc l'INSEE, dans ses calculs, lorsqu'il voit qu'un nouveau produit a remplacé un ancien produit avec de nouvelles qualités supplémentaires, eh bien pour tenir compte de cette évolution technologique, l'INSEE baisse le prix du nouveau produit. L'idée, c'est de garder une comparaison à qualité équivalente. Cette idée de l'effet qualité nous laisse penser que la modernisation des équipements représente une part essentielle de l'augmentation de la qualité de vie. Et indéniablement, c'est pas complètement faux. C'est ça, l'effet qualité. Maintenant, essayons de voir quel est le problème que peut poser cette façon de penser en gardant notre exemple d'ordinateur. Avec cette méthode, l'INSEE vous explique que le prix d'un ordinateur entre 1996 et 2017 a été divisé par 20 du fait de la baisse des prix et de cet effet qualité. Et comme l'a dit Philippe Erlin, si on considère qu'un ordinateur neuf en 1996 valait à peu près 1 000 € pour un ordinateur moyen, personne n'est capable de trouver un ordinateur moyen neuf en 2017 à 50 €.
Une autre façon d'approcher ce problème serait de comparer le prix d'un ordinateur moyen en 1996 avec un ordinateur moyen en 2017. Par exemple, en 1996, je m'en souviens bien parce que j'avais 15 ans et c'est le moment où je commençais à m'intéresser aux ordinateurs, je peux vous dire que ça valait à peu près 7000 francs un ordinateur moyen de gamme. Donc globalement, ça vous fait du 1060 € grosso modo. En 2017, aujourd'hui, je peux vous dire qu'un ordinateur moyen, vous pouvez en faire un raisonnablement pour 800 €. Donc avec cette façon de penser, je peux dire que l'ordinateur moyen est passé de 1067 € à 800 €, soit 25% de baisse. Oui, mais 25%, pas 95%. Pour être tout à fait honnête, il est important de comprendre la différence de philosophie entre les deux. Du point de vue de l'INSEE, vous considérez que l'amélioration technologique vous rend plus heureux ou du moins augmente votre pouvoir d'achat, votre richesse quelque part. Et du point de vue de Philippe Herrlin et de notre exemple, vous considérez qu'un ordinateur moyen en 96 et un ordinateur moyen aujourd'hui, globalement, ça vous rend le même service, à savoir être à niveau technologique dans la société où vous vivez. Donc on peut comparer les deux. En réalité, ça dépend complètement de votre point de vue. Si je prends pour référence le papy Dédé qui habite à côté de chez moi et qui envoie un email par semaine à ses enfants, lui, acheter un ordinateur en 1996 ou en 2017, ça lui rend exactement le même service. Par contre, pour ce qui me concerne, j'ai une activité sur Internet, je travaille essentiellement avec YouTube, j'ai besoin de connexion au débit, je fais du montage vidéo qui bouffe une puissance de calcul impressionnante. Tout ça n'aurait jamais été possible en 1996, ou du moins pas dans ces conditions. Du coup, l'évolution technologique entre 1996 et 2017 a réellement augmenté ma richesse, et du moins ma richesse technologique. Au final, le bon mode de calcul par rapport au pouvoir d'achat de Papy Dédé est exactement celle de Philippe Herrlin où on rapporte la valeur de 96 à celle de 2017. Et par contre, en ce qui me concerne, eh bien, pour évaluer l'augmentation de mon niveau de vie, eh bien, c'est plutôt la méthode de l'INSEE qui correspond le plus à mon mode de vie. Commencez à voir la complexité du truc là. Bref, chacun verra midi à sa porte, mais ce qui est sûr, c'est que cet effet qualité, la façon dont il est calculé, est suffisamment obscur pour que chacun puisse y caler les petits arrangements statistiques qui lui vont bien. C'est incontestablement une variable d'ajustement que l'INSEE utilise pour minorer le chiffre de l'inflation, car ils savent très bien que c'est un chiffre critique pour le gouvernement. Et depuis 2000, alors, on parle de combien de volants entre le... Alors moi je parle de 2000 parce que c'est à partir de ce moment-là que les Français ont commencé vraiment à protester par rapport à un sentiment de perte de pouvoir d'achat. Avec le fameux passage à l'euro. Alors, moi je ne mets pas ça sur le dos du passage à l'euro, parce qu'on met beaucoup de choses sur le dos de l'euro. Si on était resté aux francs, ça aurait été la même chose, parce que c'est dû à la hausse de l'immobilier. Voilà. Et ensuite, à une hausse des matières premières, ça c'est un phénomène mondial. Hein. La hausse des matières premières, tout type, pas seulement le pétrole, tout type. Et ça a impacté fortement, parce que les matières premières, ça veut dire les carburants, ça veut aussi dire l'alimentation. Hein. Si le prix du blé augmente un jour ou l'autre, on va payer ses pâtes plus cher. Et puis, quand il y a une bulle immobilière qu'on a constatée dans plein de pays, aux États-Unis, qui a donné sur le Crédit Suprême, en Espagne, en Irlande, et en grande partie en France aussi. Et donc là, les Français ont été fortement impactés sur leur pouvoir d'achat. Et l'INSEE continuait d'annoncer tous les ans, tranquillement, benoîtement, une inflation très faible et une hausse du pouvoir d'achat. Donc les gens, ils se disent, c'est pas possible, quoi, voilà. Et c'est dans les années 2000 qu'on a assisté vraiment à des protestations par rapport à ça. Donc, qu'a amené le gouvernement, notamment, à commander 2 rapports en 2007 sur la mesure des pouvoirs d'achat. Et c'est là qu'ont lieu les pertes, pour moi, qu'ont lieu les pertes de pouvoir d'achat. Parce que je l'ai mesuré, alors moi, pour pas me contenter de critiquer l'INSEE, dans la deuxième partie du livre, je suis allé récupérer des séries de prix. Donc, le tableau Excel est disponible. Voilà, donc dans les catalogues de la Redoute, dans des séries de prix des notaires de France pour l'immobilier, enfin des choses comme ça, pour reconstituer des séries, mes propres séries d'inflation en fait. Voilà. Et en remontant en 1965, donc pour avoir la fin des 30 Glorieuses, et puis tout ce qui s'est passé depuis la crise.
qui intervient à peu près en 75. On voit Ça a dû vous prendre un petit moment, ça, quand même. Oui, ça a pris pas mal de temps, c'est pas mal de recherche, mais c'était un travail intéressant, quoi. Et donc, j'ai pas reconstitué un panier parce que ça aurait été trop compliqué, et puis c'est pas une méthodologie que je défends non plus. Pour avoir une estimation du prix réel, j'ai divisé le prix indiqué dans le catalogue La Redoute de tel produit. Je prenais le produit le moins cher, l'aspirateur le moins cher par exemple. Je l'ai divisé par le SMIC net mensuel de l'époque. Voilà. Et c'est la méthode, je me suis rendu compte après, c'est la méthode qu'utilisait Jean Fourastier, qui a aussi travaillé, qui avait fondé un groupe au CNAM sur l'étude des prix historiques. Et lui a monté même beaucoup plus loin, pour certains prix, il a monté au Moyen-Âge même. Et donc la méthodologie, c'est ça, c'est qu'il prenait le prix indiqué et lui divisait par le prix du manœuvre sans qualification, c'est-à-dire le salaire minimal, même si à l'époque il n'existait pas. Mais ce qui permet de se nourrir, de se loger, de manger, voilà, en gros, quoi, c'est ça. Voilà, le salaire de base, considérant que c'est un peu la première brique de l'économie, c'est-à-dire on ne va pas développer une activité si on ne peut pas au minimum payer une personne au salaire minimal. Donc c'est un peu la première brique de l'ego de l'économie. A priori, même chez les Romains, ça devait marcher, quoi. Oui, voilà, ça pourrait être tout à fait. Voilà. Et donc ça les permettait de sortir des séries de prix sur la très longue durée qui étaient tout à fait cohérents. Donc moi j'ai fait ça sur la période 65-2015, donc sur 50 ans, un demi-siècle, qui permet de retracer toute l'histoire de l'économie sur des produits donc électroménagers, l'ordinateur, alors pas sur toute la période évidemment, mais la télévision où là il y a eu des gains gigantesques, et puis des produits alimentaires aussi, quelques produits alimentaires, de l'immobilier. Donc ça permet de suivre l'évolution des prix et d'avoir une histoire de l'inflation qui soit différente de celle de l'INSEE et qui montre que si on part de 1975, c'est-à-dire le début de la crise, il n'y a pas eu de gain de pouvoir d'achat. C'est-à-dire on gagne sur les produits techniques, évidemment, les produits technologiques, on gagne un peu sur l'électroménager, on gagne sur l'alimentation, on gagne un peu sur le textile aussi. Mais quand on remet l'immobilier dans la balance, là ça bascule complètement dans le rouge parce que c'est devenu un poste très coûteux pour les Français, pas seulement à Paris ou les grandes villes, mais c'est une hausse généralisée. Et ça fait basculer, le pouvoir d'achat dans le rouge. Et la perte, elle est importante. Et la perte, alors c'est plutôt une stagnation 75 jusqu'à 2000, voilà. Et on note une perte à partir de 2000 à cause justement de cette hausse de l'immobilier et de la hausse des matières premières, alors que les gens, à l'époque, ont mis ça sur le dos de l'euro. Alors c'est vrai que l'euro, ça nous fait changer complètement nos repères, parce qu'on passe du franc, il faut diviser par 6,5, personne ne sait faire ça. Donc, mais en vrai, ça, c'est neutre. Mais, alors d'un côté, on perd des repères, donc on se fait un peu avoir par les commerçants avec les arrondis, tout ça. D'un autre côté, l'euro était quand même plutôt une monnaie forte, donc ça nous a un peu protégé en partie de la hausse des matières premières, bon, alors qu'avec le franc, on aurait peut-être plus subi, bon voilà. Mais moi je ne mets pas ça sur le dos de l'euro, on s'est resté au franc, on aurait quand même subi une perte de pouvoir d'achat significative, quoi. Bah, ça concorde avec certains avis notamment qui expliquent que c'est la baisse des taux d'intérêt forcés qui a conduit à des bulles financières et à des bulles immobilières, parce qu'avec des taux d'intérêt bas, tout le monde a plus d'argent et du coup quand l'argent n'est pas cher, tout est cher. Et voilà, on voit bien que l'immobilier s'est envolé en même temps que les taux d'intérêt se sont effondrés et partout dans le monde, quoi. Enfin, quand l'argent vaut pas cher, c'est les actifs réels qui tout d'un coup voient leur valeur monter. 2000, pourquoi? Parce que 2000, c'est le crack du Nasdaq, le crack boursier des valeurs Internet, et le 11 septembre 2001. Et à ce moment-là, la Fed, la Banque centrale américaine, se dit il ne faut pas qu'il y ait une récession, parce que ce sera interprété comme une victoire par les terroristes, et puis il ne faut pas que la crise des valeurs Internet provoque une récession. Donc la Fed a baissé ses taux d'intérêt de façon très forte, très rapide. Elle a été suivie par la plupart des banques centrales. Et donc tout d'un coup, il y a eu beaucoup d'argent disponible. Et ceux qui ont des actifs réels, comme qui vendent du pétrole, ils se disent, mais s'il y a beaucoup de dollars, ils vont perdre leur valeur, donc moi je vais monter mes prix, quoi. Voilà, donc c'est un peu un réflexe. Donc ça a fait monter les prix de gens qui possédaient des actifs réels, quoi. Voilà, donc matières premières, immobilier. Voilà. Et à ce moment-là, on voit dans le monde entier, enfin en tout cas dans tout le monde développé, au monde occidental, on voit une progression des prix importante. Donc c'est lié à la politique des banques centrales.
Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que les gens font assez peu le lien entre, et d'ailleurs ça s'est reproduit il n'y a pas très longtemps, hein, avec la Fed américaine qui a annoncé qu'elle ne remonterait pas ses taux parce qu'il y a eu un peu de rififi sur les marchés en fin d'année. Et ce que les gens ont souvent du mal à comprendre en fait, c'est que des taux d'intérêt faux, truqués à la baisse, c'est un transfert de richesse des travailleurs vers les on va dire rentiers au sens large, c'est-à-dire ceux qui ont le capital et qui l'investissent. Et bah, moi, quand j'ai vu votre livre, je me suis dit, bah, voilà, là au moins c'est concret. Ça se traduit par une stagnation depuis au moins 20 ans. Quoi. Donc c'est une belle démonstration que vous faites avec votre livre. Et d'ailleurs, j'avais vu un article de l'INSEE qui avait râlé contre vous en disant oui, mais non, mais notre méthode, elle est rigoureuse, on est un institut statistique. Et vous aviez répondu en contestant point par point, en disant bah, moi, ma méthode aussi, elle est rigoureuse, et d'ailleurs, je la justifie, et ma série de prix, elle est disponible en téléchargement sur le site d'Erol et le vôtre, je crois. Voilà. Et du coup, et voilà, dites-moi, allons au débat d'experts, quoi. Et j'ai pas vu de réponse. Non, alors, déjà, l'INSEE a été assez spéciale, assez vicieuse là-dedans, parce qu'ils ont publié une réponse à mon livre, mais ils ne l'ont pas rendu public. Ils l'ont fait circuler dans les rédactions de journaux pour casser le livre, mais ils ne l'ont pas rendu public. Et puis, ils l'ont envoyé à mon éditeur, je pense bien après qu'elle ait circulé dans les journaux. Donc, c'est à cette occasion que j'ai pu en prendre connaissance. Mais il n'y a pas de vrai débat, quoi. Voilà, c'est des... Donc si jamais on a des gens de l'INSEE qui veulent débattre avec vous sur les méthodes, vous êtes OK? Ah bah oui, de toute façon, il y a au moins un agent de l'INSEE qui m'a écrit pour me dire qu'au sein de l'INSEE, il y a des gens qui contestaient les méthodologies, quoi. Donc j'ai publié son petit message sur mon blog pour le remercier. Ah, ouais, de toute façon, je n'avais pas son nom, mais il m'a montré une photo de la newsletter qui était envoyée en interne à l'INSEE. Où il me dénonçait, quoi, ouais, où il me tapait des sucres sur le dos, quoi, parce qu'en même temps, il paraît que je les énerve beaucoup à l'INSEE, quoi, avec ce livre. Donc, Ah voilà, s'il y a des gens de l'INSEE qui veulent venir discuter avec vous, moi, ils peuvent prendre contact, il n'y a pas de problème, on organisera ça. Avec plaisir. Non, mais je dis ça sous le ton de la blague, mais en réalité, je trouve que les débats d'experts sont importants parce que souvent, dans la presse, on se contente de survoler en disant c'est un imposteur, l'autre répond bah oui, mais non, mais regardez, et on s'arrête là. Et à aucun moment, on va creuser. Et ce qui est bien avec votre livre, hein, je mettrai les références là dans la description, c'est qu'on a les données, on a la méthodologie, on a un travail de qualité. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est pas, on n'est pas chez Hanouna, quoi. Voilà, on n'est pas. Mais moi, ce que je demande, c'est un débat, c'est la suggestion que je fais à la fin du livre. Moi, je demande que l'INSEE mette ses relevés de prix en accès libre, c'est-à-dire fasse de ce qu'on appelle de l'open data, quoi. Mette ses relevés de prix à libre disposition pour que les think tanks, les organisations syndicales, parce que la CGT avait construit une analyse des prix pendant plusieurs années, j'y reviens aussi, que n'importe quel organisme, un centre de recherche universitaire, puisse récupérer ces données de prix et produire son indice de façon à ce qu'il y ait une discussion sur la méthodologie. C'est pas chacun se dit c'est mon indice qui est le meilleur, c'est pas ça, mais qu'il y ait une discussion sur la façon dont on calcule l'inflation en France, qu'il puisse y avoir un vrai débat méthodologique avec l'INSEE, entre les think tanks, des centres de recherche universitaires, et que de cette façon on fasse progresser les choses et on puisse mieux comprendre l'évolution des prix. C'est ça que je demande, c'est qu'il y ait un vrai débat. Aujourd'hui, ce débat n'existe pas. L'INSEE reste dans sa tour d'ivoire. Et voilà. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces relevés de prix, là, c'est quand même de l'argent public. Oui, c'est quand même payé par nos impôts, l'INSEE. Et puis ces relevés de prix, c'est pas de l'information stratégique. Enfin, le prix de la patate sur 40 ans, tout le monde s'en fout. En vrai, voilà. Donc je veux dire, chaque chose, pourquoi est-ce que c'est pas déjà public, sachant qu'on le collecte avec l'argent des impôts et que c'est absolument, s'il y a un truc pas stratégique, c'est bien ces informations. Alors l'INSEE dit que si on lui demande et qu'on va dans son centre de qu'on va à son siège, dans son centre de documentation, on peut avoir les prix. Bon. Ah, et alors mais moi, c'est pas ce que je dis. Il faut que ce soit en open. Enfin, il faut pas avoir à le demander. Ça devrait être en open data, quoi. Et voilà. Ils vous les ont donné les prix? Si je me dis, vous les avez demandé, non? Non, mais ils veulent.
Ça doit être en open data, c'est-à-dire pour que les organismes puissent le faire naturellement. S'il faut demander à chaque fois pour chaque série de prix, enfin, ça peut pas. Parce que s'il y en a un qui va le demander une fois et qu'il a les 200 000 prix d'un coup sur 40 ans, ça va. Et puis il faut l'avoir sous format Excel pour que ce soit traité facilement. Enfin bon. Ah bah s'il vous donne un catalogue. Ouais, enfin s'il donne sur papier. Bon, moi j'ai demandé certaines séries de prix, je les ai récupérées sur papier. Bon, quand j'ai demandé le SMIC justement. Sur papier, vous les ont donné? Sur PDF, ouais, voilà, il n'y avait pas de base, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas ils n'utilisent pas ces séries de prix, ce qui me paraît un peu bizarre, mais bon, enfin voilà quoi. Donc il y a encore des progrès à faire, quoi, voilà. Mais il n'y a pas de débat, l'INSEE verrouille la discussion sur l'indice des prix et les autres organismes considèrent que l'indice de l'INSEE fonctionne, donc voilà, il n'y a pas de discussion. Mais pendant ce temps-là, les Français considèrent que ça ne correspond pas à leur ressenti. Moi, je crois que le pouvoir d'achat, ça va faire un peu comme l'insécurité. C'est-à-dire pendant très longtemps, on disait que les Français avaient un sentiment d'insécurité, mais que les statistiques étaient magouillées pour montrer que l'insécurité en France était relativement stable. Hein, et que donc si les Français se plaignaient de l'insécurité, c'est parce qu'ils avaient un ressenti, mais ce n'était pas réel. Bon, aujourd'hui, plus personne ne tient ce discours. Tout le monde... les forces politiques, tous bords, reconnaissent que l'insécurité en France augmente. Je crois qu'il y a déjà une quinzaine de suicides dans la police depuis le début de l'année. Même ça commence à devenir un peu compliqué. Insécurité, tout confondu. Maintenant, tout le monde reconnaît que l'insécurité augmente. Bon. Et le pouvoir d'achat, je crois qu'on est un peu à ce moment-là, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on est encore dans la période où on dit, mais non, mais si vous pensez que le pouvoir d'achat diminue, c'est que vous avez un ressenti. Vous avez un problème. Vous avez un problème, voilà, mais nous, faites confiance à nos chiffres. Et je crois qu'on est en train, ce discours est en train de se fissurer et qu'on est en train de basculer et que bientôt, l'INSEE sera réellement mise en cause et obligé de changer, de modifier sa méthodologie et d'être plus transparente sur son travail. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui y ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.